Donc, la Fondation INSAREN est née en septembre de cette année universitaire. Et donc, elle a été créée grâce à un dynamisme insufflé par la Fondation Groupe. Et je tiens vraiment à remercier la Fondation Groupe, c'est-à-dire au travers de ses représentants et délégués généraux, que ce soit présents ou actuels, qui ont permis vraiment de créer ces fondations locales. Alors du coup, je vais commencer par vous présenter la Fondation Groupe INSA qui, elle, est née en novembre 2018. Donc, vous voyez, 2 ans avant la Fondation INSAREN, finalement, localement. La Fondation Groupe donc, a pour mission de porter le modèle ingénieur humaniste. Et donc, ce modèle ingénieur humaniste, il a été créé par Gaston Berger en 1957. Donc, vous avez une petite citation qui est ancrée ici, à savoir que demain est moins à découvrir qu'à inventer, c'est-à-dire que demain est plus à inventer qu'à découvrir. Une position que propose Gaston Berger, qui est une position donc d'attitude prospective où on regarde le présent, on agit au présent pour construire le monde de demain et à long terme, si possible. Voilà, donc c'est ce modèle ingénieur humaniste qui fait vraiment le socle identitaire de toutes les INSA. Et donc, la Fondation Groupe INSA promeut ce modèle ingénieur humaniste et développe donc des partenariats avec donc le monde socio-économique, diffuse des nouvelles technologies et les projets innovants, tout en améliorant sur le campus toujours les conditions de vie et de réussite de nos étudiants. L'idée, c'est la Fondation Groupe et de vraiment d'accentuer ces synergies entre les différentes fondations. Alors, notre modèle INSA d'ingénieur humaniste, comment est-ce qu'il se développe localement? On a les INSA donc, qui vont œuvrer en fait pour nos étudiants, pour agir au niveau de la diversité. On a des étudiants qui sont des philosophes en action. Toute cette diversité, qu'elle soit sociale, une diversité des genres, on a un accompagnement aussi au sein des campus sur le thème du handicap, une diversité culturelle de plein de pays internationaux, comme on le verra. Cette richesse, finalement, et ces engagements de richesse donc, sont porteurs de créativité et de valeurs. Alors, l'image, elle est peut-être simple, mais je pense qu'elle a le mérite justement de sa simplicité. C'est qu'au centre, on retrouve la Fondation Groupe pour que vous compreniez un petit peu l'articulation. Et autour, donc, on a des fondations locales où vont être développés finalement des programmes et des dispositifs communs. Donc, par exemple, vous avez la Fondation INSA Rennes, Rouen, Strasbourg, et donc Centre Val de Loire. Les 4 INSA locales, elles ont été créées au tout début de cette année scolaire. Donc, à Rennes, on a pris le train à la bonne heure, au même moment que 3 autres fondations locales. Et c'est grâce à notre premier membre fondateur qui est EFAGE. Donc, on avait l'INSA Toulouse et Lyon depuis 2 ans dans la fondation, au niveau des fondations locales. Et Hauts-de-France est indiquée ici sur cette cartographie, mais elle n'est pas encore créée. Elle va l'être bientôt. Donc voilà, nous développons finalement localement des liens avec nos partenaires et nos partenaires finalement sont nombreux. Alors du coup, la fondation INSA Group, elle va développer grâce à cette fondation, on va avoir des programmes et des dispositifs communs qu'on va développer localement. Donc, par exemple, on a la certification PIX. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un passeport numérique responsable où finalement, cette certification PIX, tout le monde peut la passer à un instant T, et donc elle est proposée à tous les étudiants et aussi à tous les personnels, de tous les INSA. On a aussi les débats de la Fondation, le Think and Do Tank. Ce sont en fait deux programmes, on va dire, où on va avoir des échanges entre nos étudiants et les industriels. Alors, surtout, je dirais, le Think and Do Tank est un format qui plaît beaucoup aux jeunes parce que ce sont des ateliers en petits groupes. Et puis, on réinvente, on recrée aussi cette relation
entre les industriels et les étudiants avec leurs nouveaux demandes, leurs nouvelles demandes, on va dire, de sens d'engagement. La Fondation Groupe INSA donc attribue aussi des bourses à nos étudiants qui, dans le secondaire, étaient boursiers. Donc, quand ils arrivent à l'INSA, effectivement, ils reçoivent des bourses d'accueil grâce à la Fondation Groupe. Et enfin, un gros programme qui s'appelle les Alliances et dont on a la fierté que notre directeur de l'INSAREN, professeur Miraoui, est président de ce programme des Alliances. Alors, les Alliances, c'est un programme qui est basé sur une dynamique tripartite. C'est-à-dire qu'on va avoir une école INSA, une ONG et une entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de développer des chaires de recherche ou de formation, donc avec, comme je vous le disais, avec cette dynamique tripartite. Alors, les ONG, pour l'instant, avec lesquelles la Fondation Groupe travaille, sont Handicap International, la Croix-Rouge Internationale et Emmaüs Connect. Donc, n'hésitez pas, hein, pensez, tout à l'heure, il y aura bien sûr un moment de questions et d'échanges, mais c'est un petit peu pour vous présenter de façon globale les différents programmes et dispositifs communs et dont on bénéficie vraiment grâce à la Fondation Groupe. Alors, du coup, dans chaque fondation locale abritée, on va développer des axes stratégiques propres. Donc, à Rennes, je vais vous présenter donc les axes stratégiques que nous avons définis. Et tout d'abord, je vais vous rappeler en fait notre objectif. Alors déjà, pour rappeler un contexte, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la société contemporaine, il y a vraiment un nombre de défis sociétaux à relever, que ce soit la transition numérique, la transition énergétique, les bouleversements climatiques, le vieillissement de la population, la lutte contre la pandémie, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis et à l'heure d'aujourd'hui, il est un constat incontestable, je dirais, c'est que nos étudiants ont de plus en plus demandeurs de sens et d'engagement donc dans leur formation et dans leur futur métier d'ingénieur. Donc ça, je pense que vous le savez aussi, vous en avez conscience. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, surtout dans cette période où finalement, qui me permettent, le climat est un peu aux incertitudes. L'idée, l'objectif en fait de la Fondation INSAREN, c'est vraiment de poursuivre en fait cet accompagnement des acteurs qui vont participer à construire le monde de demain, un monde durable. On verra d'ailleurs des exemples concrets avec la chaire de Marie Lavelle. Une petite cartographie pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, pour les alumni, je pense qu'ils connaissent leur INSA, dont ils viennent effectivement, mais voilà une petite cartographie mise à jour. On a 2000 étudiants, on a à peu près 90 étudiants sportifs de haut niveau, des étudiants qui sont dans des filières artistiques, on accueille donc des étudiants boursiers, on a aussi un taux de 30% de filles pour une école d'ingénieurs. C'est pas mal, mais il y a encore à œuvrer dans ce sens. Donc, vous voyez, on a déjà des chiffres qui montrent une ouverture et aussi la part d'étudiants internationaux est de 15%. Donc, tout ça, ça apporte vraiment une diversité chez nos étudiants. Donc, sur un campus, peut-être dont il vous reste des souvenirs quand vous étiez étudiant, le campus INSAREN. Et nos étudiants donc, sont formés par des chercheurs et enseignants-chercheurs qui, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les laboratoires de recherche quand vous étiez étudiant, mais de plus en plus, hein, les chercheurs, il y a aussi des parcours dans la formation. De plus en plus, les chercheurs s'investissent dans la diffusion et le transfert des recherches vers la société et donc vers l'industrie. Alors, on a donc à peu près 80 partenaires hein, au niveau de la direction des relations entreprises et partenaires, à la DREP ici, à l'INSAREN, et un chiffre finalement qui est tout frais,
mais qui reflète la bonne insertion professionnelle de nos étudiants, alors que 2020 a été un petit peu sous un signe un petit peu sombre. Eh ben, on a quand même un taux d'insertion de 0,6 mois. On voit aussi l'importance aussi de l'insertion professionnelle, des stages de nos étudiants. On pourra en reparler. Voilà, bon, c'était une petite cartographie. Et donc, du coup, la Fondation INSAREN a défini trois gros programmes d'action qui sont donc les suivants. Agir pour l'égalité des chances et la diversité, développer les savoirs et les métiers de demain, et entreprendre et innover sur le campus. Donc, on va avoir trois programmes dans lesquels on a décliné des sous-programmes qui seront bien sûr évolutifs en fonction des acteurs locaux. Donc, dans ces sous-programmes, on va retrouver un certain nombre de projets, d'actions. Alors, le socle, vraiment, la priorité commune à toutes ces actions, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ces actions ou ces projets appartiennent à l'une ou l'autre, voire les deux, idéalement, des deux transitions sociétales qu'on a définies. Donc, bien sûr, tout ce qui va répondre à un développement durable pour co-construire le monde de demain, la transition écologique et la transition sociétale. Toutes ces valeurs, on va les retrouver dans les actions ou les projets. C'est vraiment la priorité que s'est donnée la Fondation INSAREN dans ces trois programmes. Donc, au niveau, du coup, je vais vous présenter dans chaque transparent, là, très rapidement, un programme avec, donc, vous avez les sous-programmes à gauche, par exemple, le premier programme, Agir pour l'égalité des chances et la diversité. On va retrouver tout ce qui est égalité des genres, égalité femmes-hommes, et puis tout ce qui est charge donc, du handicap. Et donc, on va avoir différentes actions prioritaires, en nombre d'actions. Les sous-programmes à gauche, il y a un très très grand nombre d'actions. Je n'ai listé que des actions qui sont prioritaires sur la droite. Donc, en particulier, c'est vrai qu'au moment du Covid, là, on a mis en place donc, une commission de solidarité et d'aide qui apporte vraiment donc un soutien financier ou numérique pour des étudiants qui étaient en situation très difficile financière ou numérique, d'ailleurs. Donc ça a été mis en place. Ça a été d'ailleurs insufflé par la Fondation Groupe qui avait fait un fonds de solidarité exceptionnel l'année dernière. Et la Fondation INSAREN, comme la Fondation INSAREN, Lyon, pardon, on a décidé de poursuivre ces actions. On a toujours des étudiants qui sont en difficulté financière. Voilà, donc nous, à Rennes, on poursuit via d'ailleurs une adresse mail solidarité@insaren.fr. Donc ça fait partie de nos actions prioritaires qu'on a développées. On a donc tout ce qui va être diffusion aussi auprès de la société, diffusion intergénérationnelle, interdisciplinaire de la science. Donc là, il y a beaucoup de travail vers que ce soit la fête de la science ou dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Et il y a pas mal d'événements auxquels on participe. Et puis, on a aussi tout ce qui est solidarité internationale. Là, on a donc les projets étudiants, puisqu'on a deux associations étudiantes qui portent des beaux projets de solidarité internationale, EAI et INSINDIA. Solidarité intergénérationnelle et internationale. Donc dans le deuxième programme, en fait, on va développer les savoirs et les compétences des métiers de demain. On va plus retrouver tout ce qui est lié, on va dire, à la formation, tout ce qui va être formation innovante, tout ce qui va être aussi issu des chaires aussi de formation. Donc voilà, de la même façon, j'ai listé les trois sous-programmes, comme je vous le dis, qui sont évolutifs et dans lesquels on a donc ces actions prioritaires dans lesquelles donc, nous nous investissons à l'heure d'aujourd'hui. Dans le troisième programme, Entreprendre et innover sur le campus, là, on va retrouver plus aussi tous les projets qui sont à caractère écologique, qui soient issus des étudiants, du personnel,
et donc des chercheurs, bien sûr, hein, la recherche. On a des programmes de recherche sur la transition écologique, donc on tient à soutenir ces projets. Et puis aussi, donc on va retrouver tout ce qui est sur le volet innovation, entrepreneuriat, hein, donc des bourses, par exemple, aux étudiants entrepreneurs. Et c'est là aussi qu'on souhaite peut-être insuffler avec les alumni des projets qui pourraient être voilà, menés par des étudiants, alumni, entreprises. Je dirais, la porte est complètement ouverte. Là, il y a vraiment quelque chose à construire sur ce programme-là et justement avec les alumni. On verra peut-être tout à l'heure, Michel lui fera un point aussi par rapport justement à peut-être des idées qu'on a, etc. Voilà, en tout cas, tous ces trois programmes, en tout cas, on peut les développer, c'est grâce à nos mécènes. Hein, donc, on développe en fait, on co-construit avec nos mécènes un programme de reconnaissance. Important à savoir, c'est-à-dire que chaque mécène, on va avoir un programme de reconnaissance avec différentes actions et projets qui sont identifiés, co-identifiés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une relation aussi privilégiée et durable, d'autant plus avec nos membres fondateurs de la Fondation, puisque là, on est vraiment sur des valeurs à porter à long terme. Et ce partenariat, ce mécénat aussi permet un cadre unique de relation entre les étudiants et les entreprises. On a vraiment différents programmes, que ce soit la Fondation Groupe ou la Fondation locale, pour créer ces nouvelles interactions entreprises-étudiants. Voilà, donc un gros projet en cours, mais comme la porteuse est là, c'est Marie-Babel, ben je vais en profiter parce que du coup, je vais vraiment lui laisser la parole. D'habitude, voilà, si elle n'a pas la possibilité d'être là, et je la remercie vraiment infiniment parce que je sais qu'elle est dans les essais cliniques et elle est vraiment sur le terrain, et donc je vais vraiment la laisser vous présenter sa chaire, et j'ai le plaisir vraiment donc n'hésitez pas, voilà, il y a le contact de la Fondation si vous avez des projets, des idées. Il y a donc moi en tant que déléguée générale, mais il y a aussi Laetitia Guédon qui est assistante opérationnelle de la Fondation. Donc on est deux à répondre, on va dire, à cette adresse pour des idées, des actions. On est ouvert à beaucoup de choses. Je vais passer la parole à Marie. Et du coup, je vous remercie. Puis, pas vraiment, si vous avez pensé à des questions, on aura ce moment d'échange tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup, Maud, pour cette introduction. Alors, effectivement, j'ai la chance d'avoir la possibilité de faire donc une chaire donc portée par la Fondation INSA Rennes. Moi-même étant une ancienne INSA, je partage les valeurs évidemment qui sont que Maud dont Maud a parlé évidemment. Donc je vais pouvoir essayer de vous donner quelques idées sur ce que l'on fait, sur nos envies, notre ambition, pour que peut-être vous puissiez aussi nous rejoindre dans cette aventure. Alors l'idée de la chaire donc innovation, handicap, autonomie et accessibilité que je porte est de développer des outils d'assistance à la déambulation pour des personnes à mobilité réduite. Alors dit comme ça, c'est très vaste, on a beaucoup d'idées, et tant mieux. Je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce que l'on fait, vous donner déjà le contexte de notre ambition. L'idée est de créer vraiment sur le territoire, et même soyons à plus large échelle, une sorte de centre de référence autour du handicap et de la technologie, à travers la création d'une maison de l'innovation et du handicap, et qui se déclinerait finalement sur 3 volets différents. Un volet lié naturellement à la recherche autour de la mobilité, un volet lié à la validation scientifique et clinique des outils d'assistance à la mobilité qu'on peut développer,
et puis de travailler sur un master handicap et technologie qui mixerait et croiserait les regards entre les acteurs du territoire sur cette problématique de la mobilité. Alors, d'où c'est venu, hein, c'est que voilà, ça fait 10 ans en fait que l'on travaille sur cette thématique autour donc de plusieurs équipes de recherche, plusieurs partenaires cliniques notamment, pour essayer de faire de la véritable co-création tous ensemble pour pouvoir aboutir à des solutions qui sont en adéquation complète avec le besoin des usagers bien sûr, mais aussi avec les besoins de l'ensemble des parties prenantes, donc les cliniciens, les aidants, etc. Alors on fédère en fait sur cette chaire l'énergie finalement de plusieurs laboratoires qui sont affiliés à l'INSA. Donc à l'IRISA, moi je fais partie donc de l'IRISA et du département informatique de l'INSA, le laboratoire ITER, le laboratoire LGCGM. Donc on travaille tous ensemble et puis on agrège petit à petit en fait des collègues aussi de Rennes, notamment du M2S qui est un laboratoire sport et santé donc sur Rennes 2. Et puis on travaille avec donc notamment le pôle Saint-Hélier qui est un centre de médecine physique et de réadaptation qui est en plein centre de Rennes et avec qui on travaille donc vraiment quasiment au quotidien pour pouvoir eh bien créer des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, on a des capacités multiples et des compétences multiples autour, bien sûr, de la robotique, de l'informatique, de l'électronique, de la mécatronique, de la réalité virtuelle et puis de la biomécanique. Tout ça pour mettre tout ça ensemble avec les cliniciens et co-créer des solutions pertinentes. Alors, comment la mobilité, j'insiste parce que je pense que c'est aussi le cœur de ce que l'on fait. Pourquoi on travaille sur la mobilité? C'est réellement un outil d'inclusion sociale et culturelle. Quand vous ne pouvez pas bouger, vous êtes chez vous et vous ne pouvez plus participer aux activités sociales, aux activités culturelles et donc bien c'est synonyme classiquement de déprise sociale et d'isolement. Et quand on travaille sur on va dire le développement durable au sens large, on a cette composante sociale qui est ultra importante et on ne peut pas passer à côté. Donc si on arrive à trouver des solutions pour pouvoir pallier cette absence de mobilité, eh bien on aura gagné. Donc notre ambition, c'est redonner la mobilité à tout à chacun. Alors, c'est plutôt simple, hein. Bon, ça nécessite un tout petit peu de travail évidemment, pour essayer de compenser les handicaps sensorimoteurs, pour pouvoir faire en sorte que, eh bien, on puisse naviguer, déambuler dans n'importe quel espace, notamment les espaces complexes avec des personnes de soi, pour pouvoir favoriser aussi l'apprentissage de ces aides techniques. Et puis aussi, on travaille sur la création d'interfaces physiques adaptées de façon à ce que la personne que l'on souhaite aider à travers nos aides techniques eh bien, comprenne aussi en quoi notre système peut apporter de l'aide. Alors tout ça, c'est dans un besoin donc de mobilité, un besoin de rééducation aussi, exprimé par les cliniciens, qui, grâce aux technologies qu'on peut développer, peuvent améliorer les performances des personnes et réduire aussi leur temps d'hospitalisation. Donc il y a aussi donc, cet effet économique sur les structures qui est aussi intéressant. Donc un petit exemple, alors alors je sais pas. Sur la vidéo, je ne sais pas. Merci. Donc là, en fait, vous allez retrouver, pour ceux qui s'en souviennent encore, les alumni doivent s'en souvenir, de la halle de l'INSA. On faisait du sport, mais en fait, c'est une halle technologique. On ne fait pas que du sport, on fait aussi plein de choses, et notamment des essais cliniques. Là, je veux remercier tout le personnel pour nous aider à faire ça. Vous pouvez remarquer que, en fait, avec on a créé un circuit
qui est spécifique et qui permet de vérifier les capacités de notre système à améliorer les performances de conduite d'un fauteuil roulant. Vous avez vu en haut à gauche que la personne, sans assistance, a carrément défoncé le circuit, hein, pour être très clair. Alors que lorsqu'elle a une assistance, donc la vidéo en bas à droite, on s'aperçoit qu'elle peut naviguer tranquillement, même à l'approche d'obstacles mobiles, en fait. Elle s'est arrêtée. En fait, ce monsieur qui est un patient volontaire, hein, du pôle Saint-Hélier, n'a malheureusement pas le droit de conduire un fauteuil roulant. Savoir que quand on travaille, quand on a besoin, enfin quand on a besoin d'un fauteuil roulant électrique, il faut passer une sorte de permis qui est délivré finalement par les médecins. Et si vous n'avez pas une conduite sécuritaire, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la délivrance de ce fauteuil roulant électrique. Et donc ce monsieur, finalement, passe sa journée à attendre que quelqu'un veuille bien le pousser parce qu'il n'est pas en capacité de un fauteuil roulant manuel. Donc, on a donc démontré très clairement l'utilité de ce type d'assistance pour des personnes qui sont empêchées pour l'instant. Et donc, on imagine bien quelles sont les répercussions sociales si ce système viendrait à maturité, enfin, et surtout en industrialisation. D'autres petits éléments, là, on est en plein essai clinique en ce moment à la Halle, de nouveau. Donc avec grâce à la chaire, on a vu en fait un financement par Soprasteria qui nous permet de travailler sur ce déambulateur. Alors là, vous avez une vidéo qui date d'il y a 6 mois à peu près, mais je ne pouvais pas vous les mettre, celle d'aujourd'hui encore. Voilà, on en a des toutes nouvelles qu'on vient d'avoir. Mais voilà, c'est un jeune homme là qui en fait a un syndrome cérébelleux, qui a donc des difficultés très fortes de motricité, qui a des difficultés cognitives et qui est non-voyant. Donc ce jeune homme, en fait, il reste assis en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Et puis, on doit l'accompagner dans tous ses déplacements. Il n'est absolument pas autonome. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la même chose. On a mis les mêmes capteurs que l'on avait sur le fauteuil roulant. On l'a mis sur le déambulateur. Et grâce à ces capteurs, en fait, on est capable de percevoir l'environnement. Et à partir de là, on est capable de dire s'il y a des obstacles, simplement à droite, à gauche. En fait, on va faire vibrer les petits moteurs qui sont placés dans les poignets. Et grâce à ces moteurs, le jeune homme est en capacité de comprendre que s'il y a un obstacle à droite, et donc du coup, il faut qu'il se dégage. Et vous voyez que là, il déambule. Alors là, pour ceux qui ont fait le département info, ils vont reconnaître leurs locaux. En fait, ce jeune homme a réussi, vous voyez, à déambuler, alors qu'habituellement, il ne fait pas 3 mètres sans difficulté. Donc, on est en train donc de travailler sur une toute nouvelle version là et qui va être livrée très prochainement. Nous sommes donc en plein essai d'usage. Des essais cliniques vont avoir lieu en novembre prochain. Et puis pour continuer un petit peu dans ces essais, dans tout ce qu'on peut faire, essayer de vous donner un panel de tout ce qu'on fait. Alors là aussi, peut-être il y a une vidéo si ça tombe pas. Merci Maud. L'idée, c'est de continuer à travailler sur toutes évidemment ces aspects déambulation et travailler aussi sur des expériences immersives parce qu'on le sait, la réalité virtuelle est aussi un levier pour permettre l'apprentissage d'outils et favoriser aussi la rééducation. Et donc là, vous êtes en fait dans Immersia, qui est une grande plateforme qui est située donc sur le campus de Beaulieu, dont l'INSA est un très fort partenaire. L'idée nous est venue de dire ok, très bien, c'est bien d'avoir un fauteuil qui aide, etc. Mais il y a quand même un truc important, c'est que pour apprendre à conduire, il faut passer à un moment donné sur le fauteuil, mais quand on passe sur le fauteuil, il y a des risques, forcément. Et quand on rentre en collision avec son environnement, forcément, quand on est en situation réelle, ça peut faire mal, ça peut être frustrant, etc. Donc, on a proposé du coup de travailler sur un simulateur de conduite de fauteuil roulant électrique avec une plateforme entièrement conçue par l'équipe de la chaire, hein, avec dans le cadre d'un projet européen ADAPT, avec une plateforme qui restitue les mouvements. Donc, vous avez
sensation, un peu comme dans le Futuroscope, mais cette fois-ci adaptée au mouvement d'un fauteuil roulant électrique. Et puis, et vous avez donc un retour visuel et haptique adapté. On a fait là aussi des essais cliniques au mois de mai dernier, et donc on a montré la fidélité de la restitution visuelle et vestibulaire de ce qu'on a fait, et donc c'est absolument prometteur pour la suite. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on envisage dans les tout prochains mois, pour vous donner un peu voilà, l'eau à la bouche, on est impliqué dans le festival In-Out, qui est à Rennes Métropole, un festival associé donc aux mobilités. Et il y a un volet expérimentation qui est possible. Et donc, on a pris contact avec les musées de Bretagne et les musées des Beaux-Arts, parce qu'on avait déjà quelques petites collaborations avec eux. On essaye d'étendre ces relations qui sont absolument fructueuses. Et donc, l'idée, c'est de réaliser des évaluations dans des situations de vie quotidienne, ou presque, donc déambulation dans un musée. Alors, il y a plein d'enjeux là-dedans. C'est bien sûr valider ce qu'on fait, évaluer le bénéfice clinique de la solution, ça c'est toujours de fond de tout ce que l'on propose. Collecter des données, c'est quand même bien. Et puis aussi se poser la question de est-ce que ce type d'outil peut faire venir du public ne vient pas dans les musées parce qu'ils ont trop peur finalement de se faire mal, de cogner et d'abîmer quelque chose. Et donc ça, l'impact sociétal qui est derrière va être aussi évalué. Donc voilà pour vous donner un petit peu envie sur ce que l'on fait dans cette chaire. Merci beaucoup, Marie. Donc là, on voyait l'espace des sciences, d'ailleurs, en image avec son planétarium. Exactement. Donc là, vraiment, merci infiniment. Je pense qu'on peut être fier d'avoir une enseignante-chercheur locale qui illustre parfaitement la dévotion, on va dire, des sciences et des techniques pour des causes sociétales. Merci beaucoup, Merci. Marie, pour cette belle présentation, pour ces beaux travaux et cette belle interdisciplinarité aussi avec les médecins. Donc, je vais peut-être passer la parole à Michel Olivier, donc notre représentant alumni au conseil de gouvernance de la Fondation INSAREN, et donc un ancien alumni, évidemment, de l'INSAREN. Merci. Vas-y, Michel. Moi, je pourrais en fait tenir ma présentation en 3 phrases. La première phrase, c'est de dire un beau projet. Pas besoin de vous en convaincre parce qu'avec ce que vous avez entendu, vous en êtes déjà tous convaincus. La deuxième, c'est, vous avez vu à travers la présentation de Maud notamment, la Fondation, elle a besoin de nous, alumni. Je dirais même plus, il y a certains pans de la Fondation qui ne tiennent pas si les alumni ne participent pas. Donc notre présentation, notre participation, elle est extrêmement importante. Le troisième point que je dirais, j'ai effectivement le plaisir et l'honneur de participer à la gouvernance de ce projet. C'est bien, mais ce qui est surtout important, et là où le projet réussira, là où la Fondation réussira, c'est sur le terrain, par les opérations qui sont réellement mises en œuvre. Et ça, on a besoin de tous les alumni pour ça. Voilà. Bon, je vais quand même aller un tout petit peu plus loin et puis essayer, sans reprendre toutes les actions qu'a évoquées Maud, de donner quelques exemples et quelques priorités peut-être de ce que l'on attend en termes de participation des alumni. Premier point, vous l'avez vu, les projets de la Fondation concernent les étudiants et concernent le monde dans lequel ils évoluent, à la fois pendant leur formation, mais aussi avant la formation et après la formation. Avant, c'est déjà là que se joue une partie de l'égalité des chances. Aujourd'hui, on a un vrai travail pour aider effectivement les enseignants, les étudiants à convaincre lors des présentations dans les collèges, dans les lycées, et on a un rôle important dans la mesure où on est les gens qui vont devenir, en fait, en tout cas les plus jeunes d'entre nous sont les gens qui vont devenir. On peut présenter notre métier, on peut témoigner, et donc il est extrêmement important qu'à la fois on arrive à convaincre sur la motivation d'un métier scientifique, et puis aussi on a un rôle qui n'est pas de dire l'INSA c'est mieux qu'autre chose, mais l'INSA, en fait, on a envie de montrer aux jeunes, on a envie d'aider à lever les barrières. Ce que j'appelle lever les barrières, c'est typiquement de faire en sorte que les gens se disent, je ne sais pas, une fille qui dit, moi, une carrière scientifique, je ne la sens pas, pourquoi pas, finalement, je vais y aller. Quelqu'un qui a un handicap,
dit bah, moi, non, ce n'est pas fait pour moi une école d'ingénieur et je ne trouverai peut-être pas de métier derrière. Eh bien, si, on est là justement pour lui expliquer et lui témoigner que c'est tout à fait possible et que l'environnement s'organise pour ça. Et de la même manière, quelqu'un qui a peut-être qui est d'un milieu social défavorisé va dire bon, j'ai un bon bac, mais je vais faire des études courtes parce que mes parents n'ont pas les moyens de m'accompagner pendant ces 5 années. Eh bien, c'est à nous aussi, là, à nouveau, de lever les barrières et d'aider effectivement par des témoignages à montrer que c'est tout à fait possible, par des bourses et par des financements, peut-être que nous, alumni, on peut aussi aider à trouver. Le deuxième point, c'est pendant les études, effectivement, ça existe déjà, c'est pas nouveau, mais c'est bien que ça soit fédéré dans la fondation. On a besoin d'être présents, nous, alumni, et on le sait, dès qu'on vient, les étudiants ont très envie de nos présentations, parce qu'effectivement, pour eux, on est le monde réel. Moi, j'ai eu la chance de faire pendant plus de 20 années en E2I une présentation de métier, une présentation de mon entreprise, de la qualité, de l'organisation de l'entreprise, des métiers des ingénieurs dans l'entreprise. Bon, il n'y a pas de doute, tous les étudiants sont là, on entendrait une mouche voler. Et puis, si vous avez ce type de présentation, gardez du temps pour les questions qui seront posées devant tout le monde. Et après, gardez du temps pour les étudiants qui viendront individuellement à nouveau vous poser des questions parce qu'ils n'ont pas osé poser des questions devant les autres. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et au-delà de ça, il y a un deuxième accompagnement qui est plus du parrainage que Maud a évoqué et qui est extrêmement important. Moi, je ne l'avais pas senti sous cette forme-là. Effectivement, je me disais, parrainer les étudiants, c'est bien peut-être au moment où ils vont faire leur stage de fin d'études, c'est-à-dire en fin de cycle, pour être capable effectivement qu'ils aient quelqu'un un petit référent qui puisse les aider dans leur démarche et qui puisse répondre à un certain nombre de questions, ou en tout cas avec qui ils puissent avoir une discussion. Mais il y a aussi un autre moment, qui est en début de cycle, que j'en ai compris, où effectivement on perd des étudiants. On perd des étudiants, non pas qu'ils n'ont pas le niveau, c'est pas du tout le problème, c'est qu'ils perdent la motivation parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et là, effectivement, on a un véritable rôle, et je pense notamment pour ça à des gens qui viennent de sortir, à des jeunes alumni de la promo N-1, on va dire, ou de la promo N-2, qui peuvent être là pour accompagner tous ces gens. Et enfin, en termes de tous ces jeunes. Et enfin, troisième point, l'après. Et là, c'est vraiment de la co-construction avec les alumni. C'est effectivement, certains ont du mal à trouver un emploi. Et ils ont besoin de coaching. Ça fait vraiment tout à fait partie à la fois de la mission de l'association des alumni et de la fondation. Voilà, donc beaucoup d'activités. Je ne parle pas, évidemment, mais vous l'avez tous compris, qu'on a aussi besoin pour les gens, les alumni qui ont peut-être des positions un peu plus élevées dans leur entreprise et qui peuvent amener leur entreprise à aider financièrement ou aider via les projets la fondation. Alors, ce soir, on n'est pas assez nombreux, c'est dommage. L'amphidé, il aurait dû être plein, quoi. Hein. L'amphidé, moi, je me souviens, quand on était étudiant, il était plein, l'amphidé. Aujourd'hui, il ne l'est pas, c'est vraiment dommage. Et pourtant, je suis convaincu que dans les alumni, on doit pouvoir trouver plein de gens qui sont prêts à donner un certain nombre d'heures au projet, pour cette fondation. Je crois que faut se souvenir qu'on a passé 5 ans ici, c'est quand même ce qui nous a apporté énormément de choses et qu'on a conservé pendant toute notre vie. Peut-être d'un certain nombre de valeurs, hein, ce côté ingénieur humaniste qu'évoquait Maud tout à l'heure, mais aussi, déjà, de façon tout à fait pratique, c'est grâce à ça qu'on a trouvé un métier. Beaucoup de gens qui sont sortis ont gardé les amis qu'ils se sont fait à l'INSA. On garde les amis de l'INSA toute sa vie. On les revoit tout le temps. Il y a des gens qui ont monté des sociétés ensemble, qui ont monté des projets autres que des entreprises, qui ont monté des projets de toutes sortes, parce que c'était vraiment des amis. Il y a même des gens qui ont trouvé leur conjoint à l'INSA, qui ont fait des bébés INSA. Et même, il y en a certains, des bébés INSA, qui sont revenus à l'INSA. C'est assez amusant. Et même qui eux-mêmes ont retrouvé un conjoint à l'INSA. Bon, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner du temps et qu'aujourd'hui, il faut vraiment considérer que c'est seulement le premier épisode de cette recherche d'alumni. Aujourd'hui, c'est vraiment un premier contact, une première présentation, mais tout à l'heure, c'est enregistré, on espère que ça sera écouté et on espère que vous tous, alumni qui êtes présents, vous allez communiquer dans vos propres réseaux en disant on a besoin de nous, on a vraiment besoin de nous pour ce projet-là. Voilà. Juste peut-être une petite conclusion simple. Je voudrais dire à Maud qu'elle fait un travail fantastique. Voilà. Maud, j'admire ton engagement dans ce projet. Bravo pour ton enthousiasme qui donne vraiment envie de t'aider.
touchant. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. On m'entend bien? Oui, pardon. Donc, je pense que tu as vraiment tout bien résumé. Comme vous l'aviez dans l'invitation, c'est vous, hein, les alumni, les acteurs, hein, de cette fondation, de ces projets. Il y a beaucoup de choses à co-construire. On a démarré pas mal d'actions, pas mal de projets, mais ça reste ouvert, libre, et on attend que ça, des échanges, voilà, des contacts, des prises de contact, voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je ne vais pas en dire peut-être plus. On va passer peut-être aux questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? On a des questions. Le temps que personne dans la salle, là, n'hésitez pas, hein, voilà. Alors, comment les alumni peuvent-ils participer aux actions de la Fondation? Bon, c'est un petit peu ce que vient de résumer Michel, hein, comment les alumni peuvent-ils participer aux actions de la Fondation? Concrètement, les idées qu'on a pensées, ce sont ces actions de mentorat, de coaching en fin de cycle, hein, aussi, hein. Il faut savoir que finalement, nos étudiants en 4e, 5e année, ils ont encore besoin d'un petit coup de pouce pour leur CV, leurs entretiens, etc. Et puis effectivement, en début de cycle d'ingénieur, un mentorat avec un ingénieur peut donner un sens à sa formation. Pourquoi finalement j'ai fait ces études scientifiques, ça va me servir. N'oublions pas que la formation INSA, même si on n'a pas forcément dit jusqu'ici, mais elle peut être, il y a beaucoup de doubles diplômes, il y a vraiment des voies complètement différentes, hein. En 5e année, il y a 7, 8 voies, une dizaine de voies même possibles, des masters d'entrepreneuriat, d'innovation, des doubles diplômes en aérotechnique. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de choses finalement aussi. C'est au cours de son cursus qu'on se rend compte aussi la diversité qu'il y a à l'INSA. Donc les alumni peuvent vraiment participer sur des actions de mentorat, des actions aussi dont on parlait donc monter des projets en fait avec des étudiants et leur entreprise par exemple. Bon, Michel de toute façon l'a bien résumé. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que si les alumni ont justement une volonté et une idée d'action à proposer, au contraire, la Fondation est vraiment là aussi pour les accueillir. Ce qu'il faut, c'est vraiment conforter, je pense, ce réseau dont ont besoin les jeunes et je pense tous les alumni INSAREN aussi. Il y a un réseau, peut-être dans cette période, en plus, c'est un peu plus difficile pour nos jeunes, hein. Vraiment, je tiens vraiment à souligner que les alumni sont importants pour les étudiants. Dans cette demande de sens, cette quête de sens. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, non? Alors là, on a une autre question. Est-il possible de faire des dons à la Fondation? Donc, je dirais, bien sûr. Au contraire, les dons, en fait, on va avoir un site internet qui permettra d'ailleurs d'avoir de façon simple des dons en ligne, comme il existe dans de nombreuses fondations, hein. Donc, dès le mois de septembre, on va pouvoir avoir notre site qui le site de la Fondation INSAREN. Pour l'instant, il est préparé, mais le problème, c'est qu'on doit harmoniser au niveau de toutes les fondations locales du groupe. Donc, effectivement, ça prend ce petit contretemps. On espérait pouvoir donner la possibilité aux gens de faire des petits dons, hein. Ça peut être 5 €, 10 € par mois, fixée. Et puis, on pourra peut-être, on pourra choisir si on souhaite plutôt pour le programme 1, pour le programme 2, pour le programme 3. Dans le programme 1, si quelqu'un a une sensibilité un peu plus élevée pour, je ne sais pas moi, les jeunes filles dans les collèges, lycées. Voilà, il y a une façon d'orienter aussi ces dons de n'importe quelle personne finalement, personnalité extérieure. Alors, comment contacter la Fondation si l'on souhaite mettre en place un projet? Fondation@insaren.fr.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, donc ça c'est important. Si vous avez vraiment une idée de projet avec une expérience, avec en tout cas ces valeurs, hein, donc on a bien développé, je pense, vous avez compris, l'important c'est vraiment la priorité à deux transitions écologiques ou sociétales, voire les deux, c'est encore mieux. Mais voilà, je dirais, on est ouvert. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, l'idée, c'est de faire place aussi aux échanges. Bon, donc malheureusement, pour ceux qui sont en distanciel, là, on va poursuivre en fait des échanges un petit peu informels autour du coup d'un cocktail. Mais donc en distanciel, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous, hein, s'il y a des questions, des idées. Ah, il reste une petite question. Pour les actions vers les lycées, il faut penser à aller vers les petits lycées. La fondation peut-elle aider avec des kits de com? Ça, c'est une bonne idée, ça, bien sûr. Ça, par exemple, c'est un projet. Alors, le petit lycée, je ne sais pas ce que ça sous-entend, j'imagine, au nombre d'élèves. Il y a aussi quand même une priorité de la fondation d'aller vers les milieux ruraux, les milieux éloignés, les lycées de zones prioritaires. Voilà, donc il y a un travail qui est en train de se faire avec Rennes, là aussi, par rapport à tout ça. Pas forcément vers les lycées, d'ailleurs, c'est plus vers les collèges, la demande de l'Académie de Rennes. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne idée, ouais, des petits kits de com, pourquoi pas. Voilà. Donc, du coup, on va clôturer cette présentation des fondations et puis des projets et des idées d'action. Donc, je remercie vraiment beaucoup Marie pour Merci pour l'invitation aussi. Et bravo pour... Merci pour le soutien voilà, indéfectible que sur cette chaire. Je voulais remercier aussi les labos, qui sont aussi l'IRISA, l'IOTER et le LGCGM qui sont vraiment derrière toute l'équipe pour porter les projets. Et puis, bien sûr, tous les partenaires de la chaire. La chaire va grandir et va faire émerger de plus en plus de solutions et être un vrai centre de référence. Merci Marie, merci. Et merci du coup Michel, merci pour ton témoignage et vraiment ta représentation en tant qu'alumni, c'est vraiment important pour nous, c'est une expérience qui est très riche, toute ton expérience professionnelle aussi. Donc merci pour tous tes partages. Et je remercie aussi vraiment toute l'équipe technique qui a fait un effort important pour préparer cet événement. Je remercie tous les directeurs donc d'être présents aussi, les alumni qui ont pu venir se déplacer pour cet événement, la présidente de l'association des alumni. Vraiment, sincèrement, je vous remercie beaucoup pour votre présence et nous restons donc à votre disposition.